In the beginning, the Lord made the earth, the heavens, the hills, and the seas. Then He created the sun and the stars, the land, the fruit, the trees. He made all creatures that live in the earth and taught them to live by His plan. Then as He rested, the Lord sanctified the seventh. Ça va faire bientôt 10 ans que je pilote des trucs qui volent. Il y a eu le pendulaire, parapente, puis maintenant ces petits avions qu'on appelle des ULM multi-axes. Je dois bien le reconnaître, ça vole vite et c'est confortable. Particulièrement aujourd'hui car l'aérologie est assez calme, donc a priori tout va bien. 100 petit conducteur, 100 devant arrière rapproché, 28 dur à toucher. Pourtant il y a quelque chose qui me chiffonne. Depuis quelque temps je ressens ce sentiment étrange quand je vole. Un sentiment de vide, d'absence. J'ai beau pousser les manettes un peu plus fort, un peu plus loin, rien n'y fait. Tout ça me paraît vide de sens. Pire même, le monde est en train de s'effondrer et moi je suis là, à faire des ronds dans le ciel. Je sens que les choses ont changé. Je sens que j'ai vieilli. Je sens que petit à petit la flamme est en train de s'éteindre. Tout s'est passé si vite, j'ai rien vu venir. Ça doit être ça, la crise de la quarantaine. Ça te tombe dessus d'un coup. Tu coupes le moteur, et puis tu te retrouves tout seul, perdu dans un silence de plomb. Tu rajoutes une ligne à ton carnet de vol, et tu cherches un sens à tout ça. C'est pas un sentiment très agréable, le doute. Peut-être que c'est normal, cette crise identitaire. Peut-être que je suis arrivé à la fin d'un cycle, et c'est le moment de se remettre en cause. Oui, se remettre en cause. Quelqu'un a dit un jour, quand on ne sait plus où on va, c'est toujours bon de se rappeler d'où on vient. Oui, c'est ça. Il faut reprendre depuis le début, essayer de comprendre. Je me suis dit qu'en fouillant dans mes archives, j'allais peut-être retrouver ce qui avait provoqué cette étincelle. Tu es en face de la pente. Là où il n'y a pas beaucoup d'air. Hein. Et tu dis, est-ce que j'y vais pas, j'y vais pas. Allez, on y va parce que ça doit être fantastique. Et tu commences à courir. Et tu cours, et tu cours, et tu cours. Et tu te dis, merde, elle porte pas l'aile, elle porte pas. Puis d'un seul coup, paf, elle porte. T'es en haut. Ça, c'est un truc que tu le vis. Tu le vis, mais d'une manière très intense. Mais ça, c'est une sensation, c'est ce qu'on appelle le vol libre. Mais
Tu ne peux pas comparer ça avec le pilotage. Piloter, si tu veux, c'est autre chose. C'est pour ça que finalement, le delta motorisé est très proche du vol libre. Tout le reste, ça se pilote, c'est des manettes, etc. C'était les premières doubles surfaces, tu vois, qui arrivaient. Et donc je ramène cette aile et je fais un vol au Lachins. Il se trouve que à ce moment-là, il y a un gars qui vient voir à l'atterrissage. Il dit, écoute, fabuleux ton aile, tu étais plus haut que tout le monde, tu as atterri bien après nous. Tu peux pas j'écoute, moi je retourne aux États-Unis dans peu de temps, je m'en rachète une. Si tu veux, je te vends celle-là. Donc je lui vends l'aile. Très bien. Bon. Quand je suis rentré des États-Unis, le gars à qui j'avais vendu le Maria, à l'atterrissage, il s'était cassé toutes les dents. Et c'était un dentiste. Disons que le Delta est né en France en 74-75, et il s'est beaucoup développé donc, dans les années qui ont suivi. Et moi, j'ai pris le train en marche, mais très vite. J'ai commencé à voler en fin 74. Et j'ai tellement aimé ça qu'en 78, j'ai quitté mon boulot. Je faisais de la recherche à l'époque pour devenir professionnel. Alors le professionnel, c'était quoi? C'était faire le premier journal qui s'appelait Vol Libre Magazine. Donc on a fait ce premier journal de Delta. Alors dans le Delta, au début, on volait avec des machines pas très performantes. Et on se posait tous en bas au même endroit, on faisait la fête. Parce qu'on avait une finesse qui était tellement faible qu'on ne faisait que descendre à l'époque. Il y avait cette convivialité qui, plus tard, a disparu parce que c'est devenu la performance et ce qu'on appelait le cross. On s'est dit, mais si on les tractait, les deltas, tu vois? Oui, même pour voilà, donc on a tracté les deltas. Il y a eu le vol libre avant. Alors vol libre, c'est un mot magique. C'est pas parce qu'il est libre, c'est parce que les gens sont libres. Et ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils prennent leurs propres responsabilités. Il n'y a pas de réglementation et finalement, ça a été peace and love, ça a été du Katmandou. C'était un moment magique. À l'époque, est né en même temps ce qu'on appelle du multi-axe, mais très, très primaire, aux États-Unis, et du pendulaire en France. En France, la première action, ça a été de motoriser des ailes Delta. Magalon a été un pionnier, mais il y avait quand même quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom, qui était un architecte qui vivait boulevard Saint-Germain, et qui avait fait le Moto Delta, il appelait ça. Jean-Marc Geyser, c'est vraiment je pense que c'est dans les années, il a dû faire ça dans 76-77. C'était un architecte qui ne volait pas, qui avait la trouille de voler, mais qui était absolument génial et qui a inventé le premier pendulaire. Qui a fait une voile de delta révolutionnaire, puisqu'il n'y avait pas de mât en haut, et qui était avec une structure en fibre de carbone et qui tenait tout l'ensemble. Un chariot profilé, comme il y a maintenant pour les bons pendulaires. Et avec simplement, il n'y avait pas de... Tu sais, les deltas, ils ont un trapèze pour voler. Lui, il avait juste un manche comme ça. Et donc, tu pilotais ton aile comme ça, ton pendulaire avec un manche. Et c'est en fait Roland Magalon, qui était un fabricant de delta de la région parisienne, qui a repris, qui a tout de suite, quand il a vu le truc de Geyser, qui a dit c'est génial, et qui a fait le premier pendulaire. Donc ça, c'est le Mosquito de Roland Magalon. Magalon, quoi, qui lui, si tu veux, a sorti d'abord le Mosquito, là, qui était 3-4 tubes assemblés avec des roues, avec une fourche, puis un petit moteur de 210 cm3, etc. Et donc tout de suite, donc nous on était avec Roland, tu vois, j'essayais ses ailes, je faisais des articles sur lui, chaque mois j'essayais une aile différente, donc je le connaissais bien. Et donc tout de suite il nous a appelé pour nous dire j'ai un truc génial, venez voir. Bon, et donc je suis venu, et effectivement j'ai trouvé ça tellement génial que j'ai proposé à René d'ouvrir une rubrique. Et là évidemment ça a suscité beaucoup d'engouement. Comme si tu veux, c'était de l'ULM à l'intérieur du Delta, c'est d'abord
d'abord les pilotes de Delta, de vol libre qui ont été touchés. Et donc ça s'est très vite développé. Et comme en plus, quand tu fais du Delta, c'est facile de faire du pendulaire parce que c'est le même pilotage. Donc ça s'est très vite développé dans le monde du Delta. Parallèlement à la motorisation des Deltas, hein, on a fait ce qu'on appelle, le nom était resté, c'est le Saumaster. Saumaster, c'était un moteur, hein, qu'on adaptait le long de la quille, hein, du Delta, hein, une hélice qui était derrière, avec une crosse pour protéger l'hélice, et on décollait ça avec une pince à linge dans la bouche. Hein. On était allongé sur le toit de la voiture, un gars sur le capot tenait les câbles, pince à linge dans la bouche, la voiture roulait, puis dès qu'on avait la bonne incidence et la bonne vitesse, on décollait, puis voilà. Alors ça, décollage à pied, hein, avec, là j'ai des Saumaster là-dedans. Alors Saumaster, pas mal d'accidents. Ces moteurs-là, si tu veux, on mettait à l'époque 10% d'huile dedans, tu vois. Et alors, maintenant, c'est 1,5%, tu vois. 10% d'huile. Alors, de temps en temps, ils serraient. Ben oui, les segments, si tu veux, qui gommaient. Hein, donc, c'est ça qui faisait que... Alors, on passait un coup de papier de verre dedans, on remuait un peu les segments, puis on repartait, quoi. Hein. On expérimentait, mais à petits pas. Tu vois, le fait de faire ça à petits pas, on se tordait des chevilles, on se tordait des poignets. Tu vois, c'était mineur comme dégâts corporels. Quoi. J'ai pas souvenir de copains qui aient eu l'impression d'aller risquer sa vie ou de faire quelque chose de particulièrement dangereux. C'était naturel, c'était quelque chose qui venait d'arriver sur le marché. Après, les premiers, eux, je pense qu'ils ont pris des risques. Les premiers qui ont commencé à assembler des ailes Rogallo avec des bouts de tube, des trucs comme ça, et de se lancer. Mais bon, faudrait questionner Roland Magalon, je pense qu'il te le dirait. Après, quand on a motorisé, si tu veux, hein, les Delta, hein, dès qu'on les a motorisés, on est tombé dans une réglementation. Alors là, c'était des aéronefs. Hein. Et puis là, petit à petit, eh bien, la plupart des gars qui faisaient du Delta motorisé, hein, ont eu l'occasion de rentrer dans les 3 axes. Quoi. C'était de la simple surface et très rudimentaire, une balle de ping-pong dans un tube en verre pour voir la vitesse, et puis pas de compas, rien. Et là, j'ai découvert ce qu'était la véritable aviation, c'est-à-dire qu'on devenait oiseau. Décoller sans avoir une référence de cap, c'est terrible pour un aviateur. Alors après, il y a eu tube étoile. Il y en a eu tant et plus, hein, les Sky, même Magalon, il avait sorti un baroudeur. Et finalement, on s'y prend. Alors, c'était Patrick Fortic à l'époque, qui était mon collègue à Air France. Et j'ai dit, mais comment tu fais pour la vitesse, ça décolle à combien? Oh, il me dit, quand tu vois que ça frétille, c'est que c'est bon. Donc, on décolle. Et puis, pareil pour l'atterrissage, quand tu vois que ça frétille, t'en mets un tout petit peu plus, c'est bon. Et donc, voilà, le vol dans sa plus simple expression, et ça, c'est vraiment génial. Et du coup, le mouvement s'est amplifié. Je me souviens que Oshkosh s'était envahi, la moitié de la surface était fait avec les ULM, quoi. Puis alors, après, on est allé vers des constructeurs qui, eux, maîtrisaient le plastique. Hein, donc maintenant, tous les appareils qu'on a, performants, hein, c'est des coques en fibre de carbone. On n'inventait rien, hein. C'était avec je pense, des matériaux beaucoup plus modernes. C'était ce qu'avaient fait un siècle avant les pionniers de l'aviation. C'était exactement. Ça évoquait vraiment les débuts de l'aviation. Moi, je me rappelle très bien les réactions des gens. Bon, c'était d'abord une très grande sympathie, hein, tout de suite. Les gens qui te proposaient de venir bouffer chez eux. C'est comme les pannes de château au début de l'aviation, quoi. Tu choisissais de te poser dans un château, tu disais que tu étais en panne et tu étais invité par le châtelain et tu dormais et éventuellement tu avais la fille du châtelain. Enfin bon. Donc c'était un peu ça, si tu veux, l'ambiance. C'est-à-dire que tu étais vraiment bien reçu partout. Mais c'est vrai qu'en l'air, concrètement, on avait l'impression qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Hein. Pouvoir se poser n'importe où. On pouvait se poser où on voulait, où on pouvait. Quand je dis n'importe où, c'était aussi bien sur des routes que dans les champs, que sur des parkings.
chose qu'aujourd'hui, bien sûr, on n'en parle même plus. On avait envie de se poser, on se posait. On décollait en une dizaine de mètres avec le monoplace. On se posait pratiquement sur place. On en usait, on en abusait. Et après tout, bon, les machines de l'époque le permettaient aussi. Hein. On allait chez les gens, on passait des week-ends, on se retrouvait à plusieurs et on allait manger chez les copains, on se posait dans le champ d'à côté. C'était des machines qui se posaient entre 30 et 40 à l'heure, qui étaient légères. Et on était bien reçus et on partait. C'était vraiment une autre époque. Les gens qui aimaient voler, ils trouvaient ça génial. Et c'est ça qui a fait que l'ULM s'est développé d'abord dans ce monde-là, et d'abord avec cette idée d'aventure, cette idée de partir avec son sac de couchage et une gourde, et puis de se poser le soir dans un champ et de repartir le lendemain. Et c'est comme ça qu'on a fait les premières, par exemple, compétitions, entre guillemets, qui étaient plus des raids, quoi. Ainsi est né l'ULM, et ses pionniers semblaient tout droit sortis d'un roman de Jack Kerouac. En France, on venait de vivre mai 68 et la nouvelle vague, on sentait l'influence de Moitessier et sa longue route, et il y avait définitivement quelque chose de romanesque qui planait. C'était le temps de Danis et Magalon, c'était le temps de McCornack et Chotia, qui ouvraient, chacun à leur manière, la voie de ce qui allait très vite élargir nos horizons et peut-être même révolutionner l'aviation populaire. Pourtant, personne ne pouvait prédire les événements à venir, et c'est à ce moment précis que dans un grand restaurant sur les Champs-Élysées, Richard Fenwick et Bernard Lamy rencontraient Hubert de Chevigny. Qu'est-ce que tu penses de ça? On veut organiser un Londres-Paris, etc. Nous, on connaît l'avion, mais on ne connaît pas l'ULM. Alors j'aurais dit, écoutez, c'est simple, hein, vous aurez au moins 2 ou 3 gars dans l'eau, entre Lyde et le Cap Grinet. Ensuite, vous aurez au moins 2 ou 3 gars branchés dans les forêts avant d'arriver à Bagatelle. Et puis, si vous avez beaucoup de chance, il n'y aura pas de drame. Mais il faudra beaucoup de chance. L'idée est venue de plusieurs discussions avec des camarades, des amis, avec qui on avait fait la Transat l'année dernière. Et comme c'était un des plus beaux souvenirs de notre vie, on avait envie de faire partager un peu ça. Seulement, ça coûte assez cher. Alors on a pensé à des moyens moins onéreux, etc. Puis l'ULM est venu, vous voyez, c'est pas l'idée de quelqu'un, c'est l'idée de plusieurs personnes. L'ULM est venu forcément dans la conversation. Compétition, qui dit compétition en ULM, on ne peut pas quand même faire Paris-New York, mais la Manche, Paris-Londres, Londres-Paris, et c'est arrivé comme ça. Je dis à un pote, je dis tiens, c'est une course, ça m'amuserait de le faire parce que, évidemment, tous les passionnés d'aviation, voler sur les traces de Blériot, c'est un côté magique, quoi. C'était l'occasion de retrouver d'autres et de partager, et de voler ensemble et de se marrer ensemble. C'était que ça. Parce que, on a vu que c'était un truc un peu organisé, qui semblait un peu médiatique, mais quand on y réfléchit, à l'époque, on est parti dans une espèce d'anonymat total de Beguigny au sud de Londres. Les Anglais nous regardaient un peu comme ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine, en se demandant ce qu'on foutait là, et puis quelle était cette idée de traverser la Manche. Those magnificent men in their flying machine, they go up to the up, they go down to the up. They enchant all the ladies and steal all the scene, with their up to the up, and then down to the up, up, down, flying around, looping the loop. L'aventure pour l'aventure ou c'est l'aventure pour gagner la course? C'est d'abord l'aventure pour l'aventure, on sait vraiment pas du tout où on va. Enfin si, on va à Paris, on le sait, mais ce qui est entre les deux, on sait pas du tout. Et puis aussi pour gagner la course. Ça y est, je crois que c'est bon, oui. Vous avez fait votre navigation, la météo est bonne pour votre petit engin? Oui, très très bonne. Aujourd'hui, ce qu'on appelle au niveau météo, c'est CAVOC, donc ça veut dire que c'est très très bon. En plus, il y a un vent calme, donc il n'y a pas de problème. Vous avez déjà fait un plan de vol pour aujourd'hui ou vous partez comme ça un petit peu à l'aveuglette à non, l'aventure? non, sérieux, je vais vous montrer ça si je le retrouve. Ah, il est derrière, oui. Bon, le dernier sur le terrain, mais le premier préparé quand même. Ah non, j'ai tout. Hein. Ah voilà. Alors il y a tout. C'est équipé comme un pilote de chasse. Oui. La traversée de la Manche, c'est pas un peu angoissant au départ quand même? Non, hier au briefing, le présentateur a dédramatisé la chose en parlant par exemple du risque de crash et en disant donc quand votre moteur va s'arrêter, c'était déjà très optimiste. Non, ça va, il n'y a pas de... Donc c'était un peu le contexte. Hein. Moi, j'ai jamais eu l'impression de participer à un truc médiatique.
J'ai toujours eu l'impression de participer à quelque chose où on retrouvait des potes et où on allait se faire un truc dont, enfin moi j'en rêvais, je pense que les passionnés rêvent que de ça, c'est un jour de se retrouver dans la place de Blériot. Le parcours en lui-même, quoi, c'est un peu se retrouver au-dessus de la Manche et puis repenser à certains bonhommes connus qui l'ont fait. Moi je sais que je suis un peu ému en y pensant, quoi. Donc la Manche, c'est pas très long, mais on a décollé, tout le monde fouettait vraiment de traverser la Manche. Et c'est un miracle, il n'y a aucun ULM, alors qu'il tombait en panne régulièrement, la plupart, il n'y a aucun ULM qui est tombé dans la Manche. Et après, c'est vrai que curieusement, la source a pris. La troisième étape les a vus partir du Touquet, aujourd'hui, par un temps toujours aussi beau. Très peu d'accidents, en tout cas, pas de blessés. Et un assez grand succès populaire pour ces nouveaux pionniers. Chaque étape, c'était des milliers de gens qui arrivaient, qui voulaient voir, qui voulaient toucher, qui voulaient discuter. C'était génial parce qu'on se disait, tiens, on n'est pas tout seul à adorer ce truc-là. D'abord, ils ont vu des gens qui se marraient, qui avaient des pannes, mais qui se marraient, quoi, qui étaient contents d'être là où ils étaient, et puis qui étaient comme eux. J'avais une petite angoisse au départ, et puis petit à petit, on voyait les bateaux, et puis à mi-chemin, j'ai commencé à distinguer les côtes françaises, j'ai commencé à être rassuré, puis on a viré le Cap Griné, là il y avait beaucoup de monde, c'était très beau. Qu'est-ce que vous tenez à la main là? Ça, j'ai eu un petit ennui à l'atterrissage, j'ai fait un atterrissage un peu dur, et j'ai cassé ma roulette de nez, mais on va réparer. Pour la prochaine étape. On va réparer pour demain matin. On rentrait dans quelque chose qui était à l'échelle humaine et qui leur paraissait abordable. Et ça faisait rêver tout le monde. De voler, ça fait rêver tout le monde, c'est clair. Donc ils se sont dit, tiens, c'est peut-être quelque chose qui est enfin accessible. L'ULM apprend à monsieur tout le monde ce que c'est que la troisième dimension, à un coût moins important. Mais une fois qu'il aura appris ça, je peux vous garantir que ce même monsieur, on va le retrouver sur un avion l'année suivante. Hein. Et c'est vrai que le grand public était avide de voir ces petites machines, la curiosité de voir ces machines-là dont ils ne connaissaient pas. Il y en a qui disaient que c'était dangereux, d'autres que c'était fabuleux. Et puis, bon, il n'y avait pas de manifestation particulière, tout allait bien en France, ça s'est terminé en Eurovision à Bagatelle. Bon, ce qui est maintenant inenvisageable, à part pour le concours de la chanson. Those magnificent men in their flying machine, they go up to the up, they go down to the up. They enchant all the ladies and steal all the scene with their up to the up, and then down to the up, down, flying around, looping the loop and defying the ground. They're all frightfully keen, those magnificent men in their flying machines. Il y avait énormément de monde, je me souviens, on décollait de Pontoise, on n'était pas très rassurés, il y avait quand même du vent, parce qu'à l'époque on avait des moteurs, on n'avait encore pas les Rotax qu'on a amenés après, on avait les Kuyuna, alors on disait un coup il y en a, un coup il n'y en a pas. Et c'était des moteurs qui n'étaient pas toujours très fiables, donc il fallait toujours voler, on ne volait pas en ligne droite. On faisait des détours, voler jamais sur une forêt. On volait de cône de sécurité en cône de sécurité. C'est-à-dire qu'on repérait des terrains où on pouvait aller se vautrer sans trop de casse, ou même sans casse du tout d'ailleurs. On n'avait pas besoin de grand-chose, mais on était entraîné à ça. On avait hâte vite d'être dans des branches vent arrière, parce que quelquefois, plein gaz, c'est les péniches allaient plus vite que nous. Manque de peau, le dernier jour, il y avait un vent à décorner les bœufs. Et on a mis 1h30, je crois, pour faire Pontoise-Bagatelle, alors qu'il y avait
il y avait en ligne droite 40 km, 30 km. Je disais à l'instant, Alain Dreillat, vous devez être terriblement heureux du succès de cette opération. Absolument, oui, vraiment, un succès pareil, c'est vraiment formidable. Vous l'attendiez? Comment, malgré toutes les préparations, toute la publicité qui a été faite, le peuple c'est le peuple et le populaire c'est le populaire? Oui, mais enfin, je pense quand même que les gens avaient énormément préparé leur voyage. Et disons, la réussite est encore supérieure à ce que je pensais. Hein. Puis en plus, les organisateurs ont très bien fait les choses et je veux dire que tout est parfait. Et puis vous retombez sur le terrain de Santos-Dumont, c'est historique, ça doit faire quelque chose. Ah oui, c'est vrai, c'est impressionnant. Quand même, on était un peu secoué à l'arrivée, hein, c'était dur. Hein. Et on est arrivé à Bacatal, il y avait plein de monde, donc il y avait cet engouement qui a fait que ça a marché. Ça s'est bien passé. Ça s'est miraculeusement bien passé. Mais je pense que c'était un succès populaire parce que c'était bon enfant. Et que tout le monde se marrait, bon c'était un peu cadré et léger, mais ça amusait tout le monde. Donc là sont arrivés des gens qui avaient une culture beaucoup plus domestiquée. Il y a eu une espèce d'émulsion un peu prématurée là. C'était d'abord très médiatisé. On était la bande des quatre, on faisait des conneries. C'était presque, comme on disait, un peu pro quoi. Il y avait un esprit très compétition. On était tous sponsorisés. C'était l'origine Dakar, on sentait bien tout ça. C'était comme une compétition, hein.